Bonjour à tous! Si vous avez la chance, comme moi en ce moment, de disposer d'un écran ultra large, ultra wide, il y a une fonctionnalité essentielle dont cet écran doit disposer et donc que vous devez aussi connaître pour pouvoir l'exploiter, c'est la fonctionnalité de Multi-Stream Transport, ou transport multiflux en français. Une fonctionnalité qui permet de transformer un écran physique ultra large comme ça, en deux écrans virtuels entre guillemets, mais pour le système d'exploitation, pour lui c'est deux écrans, qui permet d'avoir côte à côte deux applications et d'exploiter ces applications comme si vous étiez sur deux écrans côte à côte, donc avec les capacités d'écran physique. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi c'est extrêmement important. Je vous ai mis ici dans une situation qui, je pense, l'illustre bien. Sur la gauche, vous avez un usage, qui est par exemple un navigateur internet. Sur la droite, autre chose, j'ai remis un navigateur internet, mais ça pourrait être n'importe quelle application, du chat, de la messagerie, peut-être aussi de l'édition de texte, peu importe, et vous voulez sur la gauche lancer une petite vidéo et la mettre en plein écran. Et bien si je lance la vidéo ici, il n'y a pas de souci. Par contre, si je clique sur le bouton plein écran, évidemment que ça pose un problème, puisque tout de suite, tout l'écran est rempli par la vidéo, et bah là, ça empêche en fait de faire autre chose sur une autre partie de l'écran. Et c'est sacrément problématique. De la même manière, si vous faites du gaming, que vous voulez par exemple sur une partie de l'écran afficher votre jeu, et sur la partie droite de l'écran par exemple, avoir votre chat pour échanger avec les gens avec qui vous jouez, bah c'est problématique d'avoir un seul écran, parce que forcément, sauf en mode fenêtré, mais avec des compromis évidemment sur la qualité du jeu, vous allez avoir des soucis pour avoir ce genre d'usage. Le multi-stream transport multiflux, ça vous permet donc de diviser pour mieux régner, donc diviser votre écran, et arranger en fait l'organisation virtuelle de cet écran pour que le système d'exploitation n'ait pas de problématique, il voit deux écrans, et puis il affiche le contenu tel qu'il devrait l'afficher traditionnellement. Le multi-stream transport, je vous ai mis ici la base de connaissances de chez Intel, vous pouvez aussi trouver des articles Wikipédia, tout ça qui vous explique dans le détail, mais en gros, c'est une fonctionnalité qui est sortie avec le DisplayPort 1.2, donc c'est pas tout jeune. Il permet deux fonctionnalités dont est équipé cet écran-ci, le hub MST, donc qui permet d'avoir un seul câble physique qui relie par exemple cette machine-ci à l'écran et qui permet de passer deux flux vidéo pour faire de l'affichage sur deux parties de l'écran, ou éventuellement envoyer, c'est toujours depuis une seule machine vers un seul écran, envoyer deux flux vidéo, mais le deuxième flux vidéo faire du daisy chain, c'est-à-dire avoir une sortie DisplayPort par exemple sur un écran qui sera à côté, qui permet donc d'avoir un seul câble entre cet écran et cet écran à côté qui n'existe pas ici dans ma situation, pour lui envoyer du flux sans avoir besoin d'avoir deux câbles qui partent des deux écrans. Et vous voyez très vite que ça peut être aussi une fonctionnalité très intéressante, parce que si j'avais un écran qui serait situé ici, le câble devrait être extrêmement long pour rejoindre ma tour qui est là, alors qu'avec du daisy chain, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà en gros la fonctionnalité multi-stream transport qui est disponible sur beaucoup de matériel, Nvidia, Intel et compagnie. À vous de voir ensuite quels sont les matériels équipés, si votre écran est en équipé, si votre carte graphique en est équipée. Je peux pas vous donner dans le détail tout ce qui est compatible et incompatible, mais en tout cas, le matériel que j'ai ici est par exemple compatible, que ce soit avec l'ordinateur portable qui est un Intel Arc qui est là, ou la carte graphique dans cette tour qui est ici, qui est une RTX 2060. Et je fais aussi une interruption dans ma vidéo pour vous expliquer quelque part aussi une information qui est importante et pour ma chaîne, pour moi, et puis aussi pour que vous compreniez un petit peu l'envers du décor. L'écran que vous avez ici, au moment où je vous tourne cette séquence, puisque maintenant on est en avril 2025, j'ai commencé à tourner la vidéo sur le multi-stream transport en février 2025. En février 2025, l'écran qui était là, on voit pas de différence, quasiment pas, l'écran qui était devant, la caméra, c'était un écran prêté par Dell, et donc j'ai fait le test de l'écran, je vous ai dit ce que j'avais à en dire, que je trouvais génial, il est très cher, il a quelques points négatifs, mais de toute façon, jamais je trouverai un écran qui coche toutes les cases, qui est parfait. Mais entre-temps, donc j'ai rendu l'écran à Dell, je suis revenu sur mon écran Philips, donc vous avez peut-être vu quelques vidéos où j'étais avec l'écran Philips, et je me suis acheté en février cet écran-là qui n'était pas en stock, et qui m'a été livré fin mars, début avril, donc le voilà sur mon écran, sur mon bureau à nouveau cet écran, sauf que cette fois-ci c'est le mien. Alors je l'ai pas acheté chez Dell, je l'ai acheté chez Amazon, c'est quand même un énorme budget pour moi puisqu'on parle de quasiment 2000 €, mais je vous l'ai dit, que ce soit pour faire du contenu sur YouTube ou que ce soit pour travailler au quotidien, ça me change la vie d'avoir un écran de cette qualité-là. Alors certes, c'est un énorme budget, je comprends bien que tout le monde ne peut pas se le permettre, et même moi, je considère pas que ce soit normal de dépenser aussi cher dans un écran. J'aurais bien aimé trouver une solution un peu plus intéressante, mais c'est un des seuls écrans qui cochait toutes mes cases, et donc du coup,
Eh bien voilà, j'ai un nouvel écran sur mon bureau et je vais enfin pouvoir travailler dans le confort, parce que mine de rien, même si du 4K 32 pouces, ça peut paraître à beaucoup exceptionnel, bah on est vite restreint dès qu'on est dans des configurations comme moi où on fait du développement, des trucs comme ça, à être en multifenêtré sur un format classique, c'est très compliqué au quotidien et on est très vite à l'étroit. On peut s'en sortir, il y a le multi-bureau Windows et compagnie, on peut s'en sortir, mais c'est quand même beaucoup plus sympa, surtout quand on a l'espace autour de soi pour avoir un écran de cette taille, bah d'avoir un affichage qui permet de faire tout ça. Donc ça c'était pour l'écran, donc voilà, j'ai pu m'acheter cet écran, tant mieux. Alors il est garanti 3 ans, etc., mais il vient pas de chez Dell, et Dell n'a absolument rien financé de tout ça, je préfère le dire parce que je pense qu'il y a des gens, il y a énormément de gens maldisants quoi qu'il arrive, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui vont avoir des pensées comme quoi Dell me couvre de cadeaux ou quoi. Tout le matériel que m'envoie Dell repart chez Dell. Si jamais un jour c'était pas le cas, de toute façon, je vous le dirai parce que je préfère être transparent. Mais Dell continue, et je les remercie beaucoup, de me proposer de voir du matériel. Moi, j'aime beaucoup, ne serait-ce que me faire la main un mois sur un nouvel appareil, sur un accessoire, sur un truc comme ça. Je trouve ça génial parce que ça me permet de rester connecté aux produits qui sortent maintenant sans avoir besoin de renouveler mon matériel, parce que j'aime pas renouveler mon matériel, j'aime bien le faire durer aussi longtemps que possible. Et donc, j'ai ce nouveau Dell Plus, qui est en fait l'équivalent de la gamme Inspiron, qui est un ordinateur 2 en 1 de chez Dell, 16 pouces, c'est pas du tout un format que j'aurais acheté, je suis plus sur les formats 14 pouces, mais donc 2 en 1 qui peut se convertir en tablette tactile avec un écran mini LED, donc c'est un écran et un ensemble qui m'intéresse beaucoup par son format, par sa conception et surtout par son budget. Il est beaucoup plus accessible que les modèles XPS que je vous avais présentés en début d'année ou en fin d'année dernière, et donc je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont être intéressés par ce type de modèle, puisque vous pouvez vous l'offrir pour 1000, 1200, 1300 euros, alors que les XPS, on était au-delà des 2000 euros, donc on n'est plus du tout sur les mêmes budgets. Et dans le contexte de cet écran, vous avez vu que un des points noirs que je vous avais indiqué, c'est son pied. J'allais pas dire immonde, mais je suis pas très fan de cette énorme base sur cet écran. C'est pas beau sur un bureau et c'est pas forcément, ça c'est ergonomique, mais c'est pas forcément très pratique. J'ai demandé aussi à Dell et vous avez le résultat qui est ici. D'ailleurs, vous avez ici mon ancien écran qui va repartir dans son carton prochainement. Donc j'ai demandé à Dell de me prêter ce pied, c'est le MSA20. Je vous mettrai une capture d'écran puisqu'il est actuellement encore sous plastique. Et donc je vais essayer pendant, je sais pas, peut-être un mois, un truc comme ça, de remplacer ce pied d'origine Dell par le pied MSA20, donc c'est un pied qui vient pincer le bureau et donc qui permettra d'avoir quelque chose de plus propre sur mon bureau et de plus élégant et de ne pas avoir cet énorme truc gris sur mon bureau. Il aurait été noir, je pense que ça m'aurait choqué beaucoup moins, mais là en gris, comme ça métallisé, j'aime vraiment pas du tout le style, et si je peux trouver une manière de faire autrement, je vais faire autrement. Voilà, c'est un pied qui coûte très cher, qui coûte entre 200 et 300 euros, donc à nouveau, je suis très content que Dell me permette de tester du matériel, comme ça, vous voyez, je teste, j'achète quand même, ça change pas forcément fondamentalement les choses, mais j'achète encore plus en connaissance de cause. Si ça se trouve, le pied MSA20 ne va pas me plaire, et donc je conserverai celui-là, ou j'irai chez Humanscale, ou je sais pas quoi, je prendrai autre chose, mais en tout cas, je me serais fait un avis, et ça m'aura pas coûté grand-chose, et donc c'est ça qui est intéressant, et surtout, je pourrais vous partager cet avis-là, comme ça, si vous-même, vous êtes intéressé par ce modèle, ce Dell Plus, qui est d'ailleurs très intéressant, hein, je vous le redis, en termes de performance, en termes d'options qui sont dessus, un très bon rapport qualité-prix, donc si vous êtes tenté, je pourrais vous dire ce que j'en pense, et puis pareil pour le pied, si vous êtes tenté, je pourrais vous en dire ce que j'en pense. Voilà, on retourne sur le Multistream Transport, parce que mine de rien, c'était quand même l'objet de la vidéo, mais je voulais vous expliquer tout ça, parce que cet écran, si je vous fais ce contenu-là, c'est aussi parce que derrière, j'ai pu en faire l'achat, et j'ai pu en faire l'achat parce que j'ai pu le tester, et ça a pu me convaincre que c'était ce dont j'avais besoin chez moi. J'espère ne pas regretter cet achat, parce que c'est vraiment une grosse dépense. Donc je vais vous montrer en quoi ça consiste. Vous avez vu la limitation. Je vous montre quand même que vous avez d'autres variantes pour être plus efficace en termes de productivité avec un écran. Vous avez, je pense, vous connaissez les modes Picture in Picture. Les modes Picture in Picture, alors vous avez des modes, ici, on le voit avec les petites icônes, où vous avez une image principale et une petite vignette qui s'affiche en image principale, mais vous pouvez aussi diviser votre écran physiquement en deux parties. Le mode Picture in Picture est différent puisque vous devez avoir deux sources vidéo, donc par exemple une source DisplayPort, une source HDMI, et vous choisissez par exemple de mettre la source DisplayPort à gauche, la source HDMI à droite. Ça vous permet sur une seule machine, évidemment, de gérer deux écrans
virtuel entre guillemets, donc cet écran-ci coupé en deux, mais ça vous impose d'avoir 2 câbles vidéo qui partent sur la tour, donc ça fonctionne, mais c'est contraignant, et en plus, bah, ça vous mange 2 entrées vidéo, donc si vous devez les utiliser pour brancher autre chose, par exemple un ordinateur portable, évidemment c'est un petit peu embêtant. Donc ça c'est la première possibilité, si vous de toute façon vous n'en êtes pas équipé, vous avez peut-être cette possibilité-là, mais moi j'ai en plus le partitionnement d'écran, donc DP TBT, DP c'est DisplayPort, parce que la fonctionnalité MST, c'est une fonctionnalité qui est liée au DisplayPort, donc vous l'avez sur les connecteurs DisplayPort, et vous l'avez aussi du coup sur le Thunderbolt et l'USB-C, puisqu'ils font passer un signal DisplayPort. Je précise, même si c'est pas le cadre de cette vidéo, USB, Thunderbolt et compagnie, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont perdus, et je voudrais pas qu'en regardant cette vidéo, vous soyez encore plus perdus, encore plus égarés sur ce truc-là. Donc le connecteur en lui-même, c'est un connecteur USB-C. Donc c'est le connecteur que vous connaissez, qui est réversible, etc., qui permet maintenant de connecter des produits en USB, entre autres. Mais le connecteur USB-C, dessus on y branche des câbles, c'est la norme qui va définir ce que vous faites dessus. Vous êtes en norme USB, par exemple USB 4, qui est la dernière norme, c'est le cas par exemple de ce connecteur qui est ici. Sinon vous avez d'autres versions de l'USB, la première que vous connaissez c'est l'USB de première génération, vous avez eu l'USB 2, l'USB 3, l'USB 3.1, l'USB 3.2, et le consortium USB-IF fait tout pour vous perdre avec les différentes normes USB, donc je comprends parfaitement si vous êtes perdu. Il y a une vidéo sur l'USB sur ma chaîne, mais j'ai pas attaqué l'USB 4, le Thunderbolt, parce que là ça devient vraiment assez compliqué à suivre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, même si on a un câble genre USB avec un connecteur USB-C, ici on est sur du Thunderbolt. On le voit en plus parce que il y a le petit éclair ici. Les Thunderbolt permettent aussi plein de fonctionnalités en plus que par rapport à l'USB de la génération équivalente. Et une des choses aussi qu'on peut faire sur ce type de sortie, c'est qu'on peut aussi encapsuler la vidéo. Puisque le but de tout ça, si on réfléchit bien derrière à l'idée, alors ici c'est pas le cas puisque j'ai 2 prises qui sont connectées, mais l'idée dans son ensemble, c'est d'avoir un seul connecteur qui fait tout. Donc vous avez à la fois, et c'est pour ça qu'il est énorme, la charge de l'appareil, donc l'appareil est en train de charger actuellement, on le voit d'ailleurs parce que le petit voyant est allumé, mais vous avez aussi tous les périphériques connectés dessus, donc que ce soit la carte réseau, clavier, souris et compagnie qui rentrent sur la machine, donc ça permet d'y connecter plein de choses, les haut-parleurs, la webcam et tout ça, vous avez vraiment tout qui passe en USB, donc c'est très pratique, et vous avez aussi, dans l'autre sens, tout ce que la machine a besoin d'envoyer, et en particulier, on peut encapsuler de l'USB, dans l'USB, on peut encapsuler du DisplayPort, et donc on peut avoir un ou plusieurs signaux DisplayPort qui partent dans le câble, et du coup on n'a plus un câble, un écran, on peut avoir un câble, 3 écrans, 2 ou 3 écrans en fonction de si on fait du chaînage DisplayPort, des choses comme ça. Et donc tout ça encapsulé dans le connecteur Thunderbolt ici, alors c'est du Thunderbolt 4 sur la machine, Thunderbolt 3, le câble sur le dock et sur le câble qui part vers l'écran. Mais peu importe la génération, il y a des variantes évidemment 3, 4, 5 sur le Thunderbolt et USB 4 et compagnie, il y a des variantes de fonctionnalités, mais c'était pour vous faire comprendre que c'est un enjeu extrêmement important et que c'est pas parce que vous avez qu'un câble connecté sur une machine que vous êtes restreint sur vos possibilités. Ici j'ai du 4K, du 120 Hz, du double écran, du triple écran, voilà, j'ai des capacités qui sont vraiment extraordinaires avec pourtant un seul câble qui est branché. Si vous êtes comme moi un vieux de la vieille, vous devez comprendre que c'est révolutionnaire en termes de connectique, puisque si on prend le cas de mon dock ici, vous avez ce câble qui est ici, le câble qui est là, vous avez un câble unique qui fait transiter tout ce qu'il faut entre l'ordinateur portable et l'écran, et voilà, clavier, souris, webcam, ampli, même la lumière, tout est connecté de manière centralisée avec un câble sur le dock et donc indirectement sur l'ordinateur portable. C'est quand même assez révolutionnaire en termes d'usage. Vous avez vu que j'ai plus besoin non plus de mon petit switch USB, puisque maintenant c'est l'écran qui fait le switch USB. Donc voilà, on est dans un monde encore plus moderne, encore plus pratique, et beaucoup plus à l'aise avec le changement régulier de machine fixe, machine portable. Voilà, ça se fait très bien, c'est transparent, et c'est pour ça que le Thunderbolt et l'USB 4 sont vraiment très très intéressants. Ça vous permet de vous faciliter votre environnement avec un câble unique qui fait tout. Et donc, on peut l'allumer, ce MST. Alors, quand vous activez le MST, pas besoin d'activer l'antivirus, il n'y a aucun risque pour la santé de votre écran. Vous activez donc MST, vous le mettez en 50-50 par exemple, donc je l'active ici. Et vous voyez que l'écran reboot parce qu'en fait, il redémarre pour Windows dans un mode double écran. On voit ici qu'il affiche
de recherche de signal, puisque pour lui, maintenant, virtuellement, il va être géré au niveau de son contrôle interne comme deux écrans différents. Et vous voyez ici que j'ai Windows avec maintenant une barre des tâches à gauche, une barre des tâches à droite. Je peux prendre cette fenêtre-là. Alors l'avantage, c'est que c'est à peu près transparent pour l'affichage, puisque Windows sait gérer en fait ce type de choses où vous êtes à cheval entre deux écrans, mais vous voyez quand même qu'ici, j'ai bien une coupure nette, puisque j'ai deux écrans qui existent. Donc quand je mets en plein écran, j'ai un écran à gauche, un écran à droite. Je vous refais tout de suite la lecture de vidéo pour que vous compreniez la différence. Donc là, je lance la lecture de vidéo, je mets en plein écran, et là, vous voyez que il y a un écran à gauche, il y a un écran à droite. Comment mieux vous montrer comment ça fonctionne? C'est très simple, il suffit d'aller dans les réglages de Windows 11, puisqu'ici je tourne sous Windows 11, je vais dans les systèmes, je vais dans les écrans, je vais vous faire afficher en fait les identifications d'écran, donc vous voyez 1 ici, 2 ici, on voit ici que c'est reconnu comme deux écrans différents, vous avez bien deux sorties vidéo pour la carte graphique, deux entrées pour l'écran, et donc l'écran gère ça de manière native. Maintenant, vous pouvez aussi faire des variantes, ou éventuellement vous découpez ça de manière un petit peu différente. Je vais vous montrer une variante gaming que j'aime beaucoup, qui permet de gérer ça de manière très pratique. Donc j'active ici un rafraîchissement en 80-20. Vous voyez que cet écran aussi, j'en ai pas parlé, mais cet écran, je l'ai présenté en vidéo. C'est un écran de chez Dell, et je vais vous montrer tout de suite la petite vidéo en question, comme ça vous pourrez aller vous référer dessus si vous voulez en savoir plus. Donc cette vidéo en question, elle est ici, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. L'écran en question avec lequel je vous fais la démo, c'est le Dell U4025QW, vous pouvez le retrouver dans un test dédié qui est un petit peu long, mais qui vous explique dans le détail toutes les capacités de cet écran, dont cette fonctionnalité-ci. C'est un écran IPS Black 5K 2K qui est en 120 Hz, et le fait qu'il soit en 120 Hz, on le retrouve aussi dans le petit menu ici de découpage, puisque vous pouvez régler le taux de rafraîchissement des partitions d'écran. Il monte bien jusqu'à 120 Hz, même dans ce mode-là. Du coup, qu'est-ce que ça permet de faire? Regardez, je peux très simplement, par exemple, aller basculer cette fenêtre ici sur le côté droit, et lancer par exemple un jeu vidéo. Donc je vais lancer Grip, puisque en ce moment je joue à Grip. Du coup, le jeu vidéo va se lancer sur la partie gauche, 80% de l'écran, et la partie droite va m'être accessible pour faire autre chose, ce qui me permettra quand même de continuer à surfer, à échanger. Donc voilà ce que ça donne dans une situation gaming. Vous avez un écran ici qui est exploitable pour jouer, mais vous avez aussi sur la droite une section qui elle aussi est exploitable. Vous voyez, je peux aller naviguer, et donc ici je pourrais avoir un chat, je pourrais avoir un navigateur internet, peu importe, je peux continuer à utiliser cette partie-là de l'écran pour faire autre chose. Ça reste quand même sur un écran ultra-wide quelque chose de très exploitable, puisque vous voyez que j'ai quand même une belle surface d'affichage ici, qui est toujours 120 Hz, donc qui me permet quand même de me divertir ou de regarder un film dans de bonnes conditions, en ayant, toujours ici, la possibilité de faire autre chose. Alors j'ai partagé ici en 80-20, vous avez des partages 75-25 sur cet écran, 50-50 qui sont plus des partages de productivité, et puis ensuite vous avez des petites variantes, mais en gros, voilà ce que vous pouvez avoir, et puis vous pouvez choisir de mettre la petite partie à gauche ou à droite, en fonction de vos préférences. Alors faites attention quand même, je sais pas si ce jeu-là va bien le supporter, mais quand on désactive la fonctionnalité de partage d'images, en fait ici, je vais revenir dessus, c'est considéré comme, pour l'écran et aussi pour le système d'exploitation, pour la machine Windows qui est là, comme si vous débranchiez deux écrans et que vous en rebranchiez un autre. Donc ça veut pas dire que tout va bien marcher tout de suite, donc les jeux peuvent être éventuellement crashés. Donc ici, je sais pas si ça va bien se comporter, vous voyez que il est obligé de recalculer un petit peu la surface d'affichage, il a pas craché, c'est très bien, mais il a pas changé son rendu. Vous voyez ici qu'on a des barres, parce qu'il a gardé la définition d'origine de quand le jeu s'est lancé. Voilà, donc il y a des petites limitations à ça quand vous voulez le faire à chaud, évidemment, puisque normalement les jeux supportent pas les changements comme ça, sauf en mode fenêtré, ils supportent pas les changements de définition. Mais sinon, ça fonctionne bien. Évidemment, je parlais de mode fenêtré. Si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait utiliser un mode fenêtré sur votre bureau classique. Il y a des conséquences aussi à ça. Dans certains jeux ne supportent pas déjà bien le mode fenêtré. Il y a des jeux qui ont des problèmes de performance ou de rendu en mode fenêtré. À vous de voir ensuite quelles sont vos préférences autour de tout ça, mais au moins vous aurez vu la fonctionnalité MST qui est inclus quelque part avec vos machines dès qu'elles ont des capacités DisplayPort. Donc n'hésitez pas à les utiliser, à les exploiter. Ça sert à la fois à la productivité, vous l'avez vu, si vous voulez partager votre bureau en deux et avoir deux applications côte à côte, c'est quand même hyper pratique. Ça remplace pas ce mode-là quand vous êtes dans un bureau unique où vous avez une seule barre des tâches qui va de la gauche vers la droite, mais ça permet d'avoir des choses un peu plus souples quand vraiment vous avez besoin d'avoir l'équivalent de deux écrans. C'est extrêmement pratique et moi j'utilise beaucoup, surtout pour travailler, c'est vraiment sympa.
Après ça, je vous laisse creuser pour l'histoire multiflux, compatibilité, tout ça, mais si vous faites un achat d'écran, ou même un achat de carte graphique, mais la plupart des cartes graphiques sont maintenant compatibles, et c'est les systèmes d'exploitation en fait qui le gèrent. Ubuntu, enfin les systèmes à base de Debian le gèrent bien, j'ai vu qu'Ubuntu, tout ça le gérait bien. Pour Apple, je ne sais pas, je suis pas équipé de matériel Apple, je vous laisse vous renseigner. Mais en tout cas, vous avez ces capacités-là qui sont des capacités DisplayPort, donc si votre écran et DisplayPort, il faut vraiment vérifier qu'il a la capacité matérielle de se partager en deux pour afficher deux flux vidéo, parce que ça change vraiment la donne quand on a un écran ultra large et qu'on veut commencer à travailler dessus dans de bonnes conditions. Je voulais vous montrer le chaînage Thunderbolt. Le souci dans ma situation, c'est que j'ai pas deux écrans Thunderbolt, donc je me suis mis dans un contexte similaire, mais forcément ça ne marche pas. Le principe général, c'est que vous avez chaque écran forcément qui est alimenté sur le secteur, parce que ça, il n'y a pas de chaînage d'alimentation avec par exemple l'écran Dell qui est ici, donc chaque écran vous l'alimentez. Par contre, pour alimenter en termes d'image, donc pour diffuser du contenu sur les écrans, ce que vous avez, c'est un câble USB-C Thunderbolt entre votre écran principal, disons celui-là, et une de vos machines, et ensuite vous avez ce câble ici, un autre câble USB-C Thunderbolt, qui est branché sur la prise, donc qui permet de faire un chaînage Thunderbolt, donc connecté ici sur l'entrée Thunderbolt de l'autre écran. Et du coup, quand vous êtes dans cette situation-là, exactement comme le principe de partage d'écran, vous pourrez diffuser deux flux vidéo, et cet écran-ci va être configuré pour envoyer le flux vidéo, le deuxième flux vidéo, sur cette dalle-ci. Ce qui fait que vous allez avoir un double écran, mais vous aurez qu'un seul câble techniquement entre la machine d'origine et le premier écran. Et ensuite, vous aurez un chaînage simple. C'est extrêmement pratique, en particulier dans les situations où vous avez par exemple un ordinateur portable et vous avez un câble unique à brancher sur l'ordinateur portable, et vous pouvez alimenter comme ça un double écran avec un câble unique. C'est très très pratique. L'autre solution où c'est extrêmement pratique, c'est peut-être cette situation-ci, puisque les câbles Thunderbolt coûtent très cher en grande longueur, et dès que vous dépassez le 2 mètres, c'est compliqué à trouver. Plutôt qu'avoir un câble très long ou un câble tendu à mort, vous pouvez passer avec un chaînage, et donc comme ça vous avez deux câbles courts, au lieu d'avoir un grand câble long sur le deuxième écran. Voilà, je suis désolé de ne pas pouvoir vous montrer plus concrètement avec l'image qui s'affiche sur le deuxième écran, pour vous montrer le chaînage Thunderbolt, mais il faut être équipé quand même de deux écrans Thunderbolt, ce qui est quand même du luxe, et ce qui n'est pas ma situation. Ici, j'ai un écran USB-C, ce qui est déjà pas mal, donc il prend en entrée du DisplayPort, mais il n'a pas la norme Thunderbolt, en fait, sur le connecteur USB-C, donc du coup, il est en USB classique, donc je peux pas mettre du Thunderbolt dessus, enfin, il n'est pas compatible Thunderbolt. Je voulais également vous parler de Multistream Transport, mais dans un contexte très particulier, qui est un chaînage Thunderbolt, puisqu'ici, vous voyez que, alors je sais pas si c'est très flagrant, mais on voit avec les deux barres, détache et compagnie, je suis vraiment dans un mode où j'ai l'écran qui est en mode double. Alors ici, je l'ai remis à nouveau en 50-50, mais je suis dans une configuration très particulière. Ici, c'est mon PC de bureau, mon PC de travail. C'est un HP ZBook G11. C'est une bête de course, et elle est équipée de connecteurs Thunderbolt. Je pourrais directement connecter l'écran en Thunderbolt dessus, mais le souci, c'est que vous voyez, je peux pas faire autrement. J'ai pas envie d'avoir l'écran devant moi quand je travaille. C'est pas du tout pratique. J'ai des claviers souris qui sont beaucoup plus ergonomiques. Donc je suis obligé de le mettre sur le côté, et le souci, c'est que sur cette machine, déjà les ports Thunderbolt sont ici. Ici, c'est un port USB-C, mais un 3.2, en tout cas, il n'est pas Thunderbolt, donc je perdrai la capacité. Donc du coup, il n'y a pas de câble assez long qui me permettrait d'aller jusque-là. Je crois que le maximum en Thunderbolt 4, ça doit être des câbles de 2 mètres, grand maximum, et ça suffit pas pour la longueur. Donc du coup, j'ai une astuce technique dans mon cas de figure. J'étais déjà équipé d'un dock Dell, et vous voyez ici que ce dock Dell, il est connecté au secteur par cette prise qui est là, il est connecté en réseau gigabit filaire sur mon réseau local, et ici vous avez un câble super épais, qui est un câble de charge 130 watts, qui permet, c'est du Thunderbolt ici, c'est un Thunderbolt 3, ce dock, malheureusement il commence à vieillir, mais ça suffit largement. Donc ça permet en un câble de tout partager. Donc tout ce qui arrive sur le dock peut être partagé, et inversement, évidemment, l'ordinateur portable peut envoyer son flux vidéo. Ici, comme je suis sur du Thunderbolt, j'ai les capacités MST, donc vous voyez ici que son affichage intégré est éteint, puisque j'en ai pas besoin, j'utilise mon écran qui est là-bas, et j'ai activé le MST, vous l'avez vu avec les réglages que je vous ai montrés. Ici, donc sur la partie Thunderbolt 3, ça part dans le dock, et donc j'ai bien deux flux vidéo qui partent sur le câble USB-C que vous voyez ici. Et là, vous avez un autre unique câble USB-C, qui part vers l'écran, et lui, à nouveau, c'est un câble qui supporte du Thunderbolt, et c'est du Thunderbolt 4, à nouveau, limité à 3, puisque ici, j'ai un dock Thunderbolt 3. Et donc, ce câble unique,
vous voyez que lui, il est connecté à l'écran. Dessus, j'ai tout qui est connecté. Souris, clavier, webcam, tout. Même la lampe est connectée dessus. Donc tout est partagé via du Thunderbolt, puis du re-Thunderbolt à l'écran. Et pour autant, vous voyez que la fonctionnalité MST, par le chaînage Thunderbolt, chaînage DisplayPort Thunderbolt, eh ben ça fonctionne. J'ai aussi cette capacité-là, malgré le fait que je passe par un dock intermédiaire. Donc vous voyez que c'est une fonctionnalité qui est très bien pensée, qui peut comme ça se satisfaire d'intermédiaires. Donc voilà, au final, ça fonctionne même dans ces situations un petit peu complexes, et c'est très bien comme ça. Voilà, j'espère que cette petite information sur le MST vous aura été utile. J'ai choisi d'en faire une vidéo supplémentaire, même si j'en avais déjà parlé dans la vidéo de test en fait de l'écran, mais je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être pas consulter la vidéo sur l'écran, l'écran ne les intéresse pas en tant que tel, mais la fonctionnalité multiflux, je pense que c'est super intéressant à connaître quand on est intéressé par un écran ultra large et qu'on cherche à comment bien le gérer au quotidien pour afficher son contenu dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.